Maintenant, passer la parole à notre dernier orateur qui a fait l'effort de revenir de Montpellier. Je sais, professeur Ringuier, que vous devez partir, donc, mais j'ai vu l'heure, on aura encore le temps de vous poser des questions, je crois. Je remercie mon ami Guy Archer d'avoir vraiment fait l'impossible pour être avec nous aujourd'hui. Et l'impossible est français, puisque tu es là et tu viens de Montpellier. Il est professeur émérite ordinaire à l'ULB, où il a enseigné la philosophie morale et politique et juridique. Et il a également d'énormes responsabilités dans une série d'universités étrangères. Il est internationalement reconnu. Il donne des cours, y compris au Collège d'Europe de Bruges. Il donne cours aux États-Unis. Il a publié de nombreux livres. Il est, je dirais, fort impliqué dans toute la question des droits de l'homme. Et je ne vais pas citer tous tes livres parce que le temps avançant, je préfère te passer la parole à toi. Merci encore d'avoir fait l'effort de nous revenir. Et le titre de ton exposé sera donc « Quelques réflexions d'un philosophe athée sur la fin de vie ». Merci beaucoup, Monsieur le Président, merci beaucoup, mon cher Jacques, pour ta présentation très chaleureuse. Je voulais d'abord dire un petit mot sur le titre. Quand j'ai dit « Réflexion d'un philosophe athée », je ne suis pas du tout sûr, surtout après avoir entendu Gabriel sur ce sujet-là, qu'il y ait une spécificité de l'athéisme dans l'approche de ces problèmes de fin de vie, et en particulier d'euthanasie. Simplement, si je me définis comme athée, c'est que je n'ai pas de relation à la transcendance et que donc je me contente de ce qu'on appelait les lumières naturelles, c'est-à-dire de mes moyens humains, trop humains, pour aborder ces problèmes-là. Je voulais le dire parce qu'il y a une forme d'athéisme un peu agressif, prétentieux, à laquelle je ne m'accorde pas du tout. Je voulais commencer par me référer à ce qui a été dit précédemment. Le professeur Knops a parlé de la fable de La Fontaine avec le docteur Tant-Mieux et le docteur Tant-Pis. Je trouvais que c'était très parlant puisque le docteur, et ça correspondait d'ailleurs à l'exposé de Jean-Louis Vincent après, les limites du docteur Tant-Mieux. Le docteur Tant-Mieux est celui qui soigne et qui donc veut toujours continuer les traitements, même parfois jusqu'à l'absurde, si on comprend bien la fable de La Fontaine. Le docteur Tant-Pis, c'est celui qui dit à un moment c'est terminé et il reste docteur. Docteur Tant-Pis, c'est-à-dire qu'il pratique. C'est un peu votre itinéraire tel que vous nous l'avez raconté, en passant de l'hématologie aux soins palliatifs, aux soins de confort, et lui, il pratique encore une médecine, ou peut-être essentiellement une médecine, avec une dimension humaine tout à fait fondamentale, quand il n'y a plus rien à faire, ou plus grand-chose à faire, au niveau curatif. Et le professeur Knops, dans son tableau, a parlé à propos du docteur Tant-Pis ou à propos de la médecine palliative. Il a parlé d'un certain nombre de thèmes et il a indiqué un thème qui était au tableau là-bas, qui est le thème de l'autonomie. Ce thème de l'autonomie est un thème qui est souvent très très mal compris. C'est un thème central dans les sociétés modernes et dans la philosophie moderne. C'est un thème qui est souvent assez mal compris parce que, d'abord, dans les cas dont nous venons de parler, vous avez vu à quel point d'abord, le malade n'est plus du tout autonome, au sens où il a justement besoin d'un autre pour terminer sa vie de façon digne comme il le voudrait, selon les termes de la loi. Et que donc c'est une autonomie qui est une autonomie aidée, assistée, donc la relation est tout à fait centrale. Il ne s'agit pas d'un suicide de quelqu'un qui peut encore se jeter par la fenêtre et qui décide lui-même de s'en aller. Il est totalement autonome, on peut penser ce qu'on veut de ce type d'acte, mais ici, il s'agit d'une relation, et cette relation est tout à fait fondamentale. Ici, la loi sur l'euthanasie a pu changer quelque chose, bien entendu,
c'est de décriminaliser cette attitude ou cet acte du médecin qui, au lieu d'être un acte de compassion comme il l'est, pouvait être considéré et considéré encore dans beaucoup de pays comme un crime. Ça, c'est la première chose que je voulais dire de ce point de vue-là, cette notion d'autonomie. On a souvent caricaturé la notion. La notion d'autonomie, c'est une grande conquête des sociétés modernes. Elle s'oppose à ce qu'on appelle l'hétéronomie. L'hétéronomie, ça veut dire que votre loi, votre orientation, votre choix est en quelque sorte capté par l'extérieur, l'autre, hétéro. Les sociétés traditionnelles sont souvent des sociétés dans lesquelles la collectivité a un énorme pouvoir sur l'individu et tout cela est réglé par le fait que la communauté ou les dieux de la communauté ou la religion sont supérieurs à l'individu, le choix de l'individu compte très peu. Et puis, bon, vous l'avez vu dans les sociétés modernes sont des sociétés dans lesquelles, au niveau des droits individuels, l'individu a de plus en plus la liberté, l'autonomie de choisir son mode de vie, la liberté collective de choisir ses dirigeants et de les renvoyer si ces dirigeants ne conviennent plus à ses choix à lui. Et donc, nous sommes dans un univers dans lequel, dans tous les domaines, l'autonomie individuelle progresse, du moins en idée, parce que dans la réalité, bien sûr, la réalité peut suivre d'une façon bien moins parfaite. Le problème de cette autonomie, c'est qu'elle a deux sens. Le premier sens est un sens qui est un sens positif, c'est-à-dire l'idée de la responsabilité. Être autonome, ça ne veut pas dire se débarrasser des autorités extérieures pour faire ce qu'on veut, c'est mon choix. Ça, c'est la deuxième dimension. La première dimension est au contraire, il existe toujours des lois et des engagements, et peut-être beaucoup plus qu'auparavant, parce qu'au fond, s'engager pour les droits de l'homme, par exemple, c'est un engagement qui est une bouteille percée, parce que, effectivement, si nous sommes en faveur des droits de l'homme, des droits de tout un chacun, de tout membre de l'humanité, vous imaginez que le travail est bien plus immense que s'il s'agissait tout simplement de se préoccuper de son groupe, de sa tribu et de ses proches. Donc il y a un engagement, mais c'est un engagement individuel. Et cet engagement individuel, bien entendu, n'est pas la même chose que l'autre idée, qui est quand les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est mon choix, et je décide, et je suis égoïste ou égocentrique, je ne m'occupe pas des impératifs qui sont des impératifs extérieurs. Et donc là, vous avez effectivement toute cette logique, qui est une logique d'un individualisme débridé, qui est aussi présente dans nos sociétés. Le problème, c'est qu'on confond souvent les deux. Si vous vous placez dans la situation qui est celle de la demande d'autonomie, vous vous placez, d'euthanasie, pardon, excusez-moi. Si vous vous placez dans cette perspective-là, vous n'êtes évidemment pas dans la deuxième dimension. On a souvent caricaturé ça en disant c'est le confort, les gens ils veulent pas souffrir, ils n'acceptent pas la finitude, ils veulent s'en aller quand ça devient, quand ils sont plus, à la limite quand ils sont plus en capacité de faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça quand on entend par exemple ce que Gabriel a dit tout à l'heure à propos de son expérience, qui est une expérience, me semble-t-il, encore plus difficile, parce qu'il travaille souvent avec des gens qui sont en fin de vie, qui ont tout le poids de cette souffrance, et qui en plus se sentent coupables de la demander, puisqu'ils vivent dans un univers dans lequel le contexte ou les autorités le voient parfois avec beaucoup de réticence. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit de quelque chose qui est véritablement une demande d'autonomie. C'est peut-être ce qu'il y a de plus fondamental dans l'autonomie. C'est-à-dire, à un certain moment, vous dire que quand vous considérez qu'une vie véritablement ne vaut plus la peine d'être vécue, que ça ne peut que s'aggraver, et que vous décidez tout simplement que comme ça, vous n'en pouvez plus et vous ne pouvez plus vivre, et bien que quelque part, la société vous laisse cette liberté fondamentale que vous avez, surtout dans le cas où vous avez besoin d'autrui pour pouvoir accomplir l'acte.
Alors, j'ai entendu, effectivement, je connaissais plus ou moins les statistiques, c'est vrai qu'en Belgique, par exemple, dans les morts telles qu'elles sont recensées, les demandes d'euthanasie, c'est quand même très minoritaire. Je ne connais pas les chiffres, mais c'est très minoritaire. Oui, mais c'est très minoritaire, sauf si on prend en considération ce que disait Gabriel tout à l'heure, et ce que j'ai souvent beaucoup entendu, c'est-à-dire l'idée que quand quelqu'un entre en soins palliatifs chez le docteur, tant pis, quand quelque part il sait que les soins qui vont lui être donnés vont être des soins de confort, qui vont apaiser les douleurs, etc., mais qu'il n'y a plus rien à faire pour continuer la vie, il sait que si ça, lui ou elle, le trouve insupportable, personne à l'extérieur ne va lui dire il faut quand même continuer. Le docteur Tampi va vous donner encore des soins palliatifs. Et si ça vous angoisse fondamentalement parce que vous êtes dans la situation où vous vous dites oui mais ma vie ne va pas continuer, je préférerais m'arrêter maintenant, c'est insupportable comme souffrance, c'est pas à vous de décider. Donc fondamentalement l'idée qu'il existe cette possibilité et que cette possibilité soit présente rend peut-être la vie au sein, ou cette fin de vie au sein des soins palliatifs d'une qualité tout à fait différente. Et je pense que ça fait que les chiffres ou la statistique sur l'euthanasie sont peut-être un petit peu trompeurs dans la mesure où on oublierait les effets qui sont les effets potentiels d'une telle demande. Alors, j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Louis Vincent sur les demandes anticipées. Je pense effectivement que ça pose beaucoup de problèmes. Peut-être pas la demande d'euthanasie, mais la demande de non-acharnement thérapeutique, où tu as bien montré à quel point on fait cocher des cases. Je me rappelle, on l'a demandé à ma mère quand elle avait 95 ans, et elle ne savait pas, elle me disait qu'est-ce que je dois cocher, et je ne savais pas. Moi j'ai dit au médecin, je veux qu'elle souffre pas. Je veux qu'elle souffre pas. Et effectivement, le médecin a fait, ma mère n'a jamais demandé d'euthanasie, elle a vécu très longtemps. J'allais la voir tous les 2 jours, je me trouvais dans cet univers qui est un univers totalement différent, de très vieux. Elle souffrait, elle ne souffrait pas physiquement, elle était d'une santé extraordinaire, mais elle souffrait moralement à un point inimaginable. Elle hurlait sa peur, son sentiment d'abandon, sa solitude alors qu'il y avait 100 personnes autour d'elle. Et quelque part, ça a duré pendant très longtemps. Et comme elle ne demandait pas, elle avait peur de mourir, eh bien je l'accompagnais, ou bien la seule chose que je pouvais faire, c'était qu'au fond, je la divertissais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire le clown avec elle, je lui raconte mes expériences amoureuses quand j'avais 20 ans, puisque là, effectivement, elle les réprouvait parfois, bon, et elle se rappelait ces choses-là, et j'avais l'impression de faire du divertissement, c'est-à-dire ne jamais être capable avec elle d'entretenir un contact qui aurait été un contact disant « Oui, maman, mais bien sûr tu vas mourir. Quand tu dis « Je suis foutu », ça ne sert à rien de lui dire « Mais non, ». Elle était lucide, elle était par ailleurs très peu lucide. Si je partais pendant 5 minutes, elle ne savait plus que j'étais venu, mais ces choses-là, elle les connaissait. Si elle avait demandé l'euthanasie, si elle avait apaisé, mais bien sûr que ça aurait été pour elle quelque chose comme une expérience tout à fait fondamentale. Elle ne l'a jamais demandé. Et j'ai été dans cette situation où j'ai demandé au médecin, à la médecin, j'ai dit, écoutez, moi je ne comprends rien à vos cases, c'est pour ça que j'étais très touché par ce que tu as dit tout à l'heure, je ne comprends rien du tout à vos cases, je ne veux pas qu'elle souffre. Effectivement, elle a commencé à avoir des escarres parce qu'elle ne voulait plus marcher, elle ne marchait plus, et puis elle est morte dans son sommeil, enfin elle est morte la nuit, je ne sais pas si elle est morte dans son sommeil, elle est morte en tout cas en pleine nuit, et effectivement elle avait quand même une forte dose de sédatif ou de morphine à ce moment-là. Mais ce n'était pas un cas d'euthanasie. Ce sont des cas sans doute qui sont extrêmement fréquents et dans lesquels joue la dimension d'humanité. Parce que tout ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure, c'était une question d'humanité. C'est-à-dire le malade n'est pas autonome, le malade ne s'exprime pas, il n'est pas en position de faire un choix. Et donc c'est quelque part, et quand tu as dit l'article 6 de ce document sur la déontologie médicale, enfin je ne me rappelle plus l'institution, mais tu as bien dit effectivement que dans ce cadre-là, au fond c'était les médecins eux-mêmes
qui devrait, je ne sais pas si c'est encore, qui devrait décider du non-acharnement thérapeutique et ne pas demander à quelqu'un de se décider auparavant sur le refus d'un acharnement thérapeutique qui est tellement vague quand il est vu à distance. Je pense que pour la demande anticipée d'euthanasie qui est permise aussi, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent parce que comme l'idée est quand même une idée beaucoup plus claire, elle est plus claire dans la mesure où il s'agit de dire qu'à un certain moment, je ne voudrais plus vivre et je confie ça à quelqu'un que je connais et qui me connaît bien et qui sait comment je déciderai dans ces circonstances-là, ça peut avoir du sens, ça peut être intéressant, ça peut rassurer. Mais c'est quelque chose de tout à fait différent puisque ça concerne une autonomie très forte puisque c'est quelqu'un qui le dit bien avant et c'est une situation qui est une situation, me semble-t-il, tout à fait fondamentale. La Belgique l'a accepté et je voudrais vous lire un article de Libération à propos, quelques paragraphes d'un article de Libération à propos d'une écrivaine française dont on a parlé récemment et qui s'appelle Anne Berthe. En septembre 2015, Anne Berthe est diagnostiquée avec une sclérose latérale amyotrophique. Je ne sais pas ce que c'est. Maladie mieux connue sous le nom de maladie de Charcot. Oui. Diagnostic qu'elle rend public le 2 janvier 2016. Depuis, elle s'engage dans le débat autour de la question de la fin de vie. Elle adresse le 15 janvier 2017 une lettre ouverte au candidat à l'élection présidentielle 2017 dans laquelle elle réclame le droit de choisir sa fin de vie. Elle annonce début septembre 2017 son intention de se rendre en Belgique pour se faire euthanasier. C'est dans un hôpital belge de soins palliatifs qu'elle reçoit le 2 octobre 2017 une injection létale. Alors il y a une petite lettre d'un journaliste qui s'appelle Luc Levaillant en Libération qui s'adresse à elle. Chère Anne Berthe, comme vous, je pense qu'il est temps de permettre à chaque malade en fin de vie de bénéficier d'une aide active à mourir. La France doit cesser de tergiverser en cette matière et sortir de l'ambivalence où la loi Leonetti et les gouvernements successifs la maintiennent. L'individu est son seigneur et maître, je n'utiliserai pas cette expression d'ailleurs, et est en capacité d'imposer son choix d'être accompagné dans son désir d'en finir. Sa volonté pleine et entière a désormais le moyen d'être validée. L'heure est venue de balayer les normes religieuses, ça se discute, qui sanctifient la souffrance et de passer outre aux réticences de certains membres du corps médical. Sénèque dit cela très bien. Ce que la vie a de meilleur, c'est qu'elle ne force personne à la subir. De même, ce que l'euthanasie que vous souhaitez a de meilleur, c'est qu'elle ne force personne à en faire autant. Alors, Anne Berthe elle est française, elle était française, puisque on a pratiqué une euthanasie en Belgique. Effectivement, dans Libération, j'ai lu aussi un certain nombre de réflexions sur la fameuse loi Leonetti-Claes, la deuxième loi, la loi de l'année passée, avec cette notion de sédation profonde et continue. Et ça pose peut-être un certain problème quant à la mentalité des médecins. Alors l'article dit, il cite une Anne de la Tour dans le journal La Croix qui dit la sédation profonde et continue jusqu'au décès est quelque chose qui se fait de manière exceptionnelle. Le danger, ce serait de la banaliser. Et le commentaire du journaliste est de dire des propos troublants. Troublants car il laisse entendre que la décision reste implicitement dans les mains du médecin, alors que la loi dit l'article explicitement le contraire. Alors il rappelle l'affaire Vincent Lambert et puis il parle de l'affaire Anne Berthe. Je pense qu'effectivement, ce type d'ambiguïté, Jean-Louis parlait tout à l'heure de sédation profonde, euthanasie, il y a dans euthanasie un acte de volonté. Donc le mot euthanasie voulait dire effectivement bonne mort traditionnellement, mais il y a dans euthanasie et dans la loi sur l'euthanasie, qui sans doute, et ce sont des choses qui ne se présentent pas souvent dans les soins intensifs, où la situation est tout simplement différente, mais quand il y a une demande, et cette demande répétée, profonde, intense, spirituelle, comme celle dont a parlé Gabriel, je pense que c'est véritablement l'honneur d'un pays comme la Belgique d'avoir bien entendu encadré la chose dans une loi avec un comité de contrôle et d'évaluation, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je pense que d'un point de vue philosophique,
pour redonner à l'idée d'autonomie le sens qu'elle n'aurait jamais dû perdre et ne pas la confondre avec l'idée, c'est mon choix, l'égoïsme, l'individualisme possessif. Je pense que c'est une des pièces essentielles de ce projet de société que nous devons tous défendre. Je vous remercie.